Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une application complète en Python et en utilisant aussi le framework Flask qui va nous permettre de créer une liste d'utilisateurs, de modifier ces listes d'utilisateurs dans la base de données et de les supprimer. L'architecture ou alors déjà tout le code par rapport à cette application sera disponible ici sur le repository GitHub que j'ai publié. Je vous mettrai un lien en description. Commençons par une définition de base de notre application, c'est-à-dire CRUD veut dire créer, récupérer des données, mettre à jour et supprimer. Donc, notre application va se charger de créer des données dans la base de données, récupérer ces données, mettre à jour et aussi supprimer. Là, on parlait de la liste des utilisateurs. Comme dans notre cas ici, nous avons en ce moment 4 utilisateurs dans la base de données. Si c'est que je veux supprimer cet utilisateur, à partir de ce bouton-ci, je peux supprimer cet utilisateur et automatiquement, la liste des utilisateurs sera mise à jour et on recevra un message disant que cet utilisateur a été supprimé. Et si c'est que je veux modifier par exemple l'email de cet utilisateur, je fais Edit et là je vais modifier par exemple cette partie-ci. En supprimant le 33, nous voyons que cela a été fait de manière automatique et on reçoit toujours un message à l'écran. Par la suite, si pour comprendre un peu la logique derrière cette application, nous avons l'administrateur qui dans ce cas va envoyer des requêtes à notre application et notre application va communiquer avec la base de données. La base de données elle-même, à chaque requête qu'on devra envoyer, elle va nous retourner une entrée ou alors faire cette opération. Cette opération peut être soit la création d'une nouvelle entrée, récupérer les données ou une mise à jour, etc. Et à chaque fois qu'on devra faire cette requête, l'application va se charger de mettre à jour notre navigateur. Comme dans ce cas, le fait que je parte de supprimer un utilisateur, automatiquement, mon navigateur est mis à jour en fonction de ces données. Et si on veut ajouter un utilisateur, on part ici sur cet onglet Add. Je vais ajouter un utilisateur test jbcode.fr. On va mettre comme utilisateur jb01 et notre utilisateur est créé de manière automatique. Allons dans le vif du sujet. Ça, c'était pour l'introduction de l'application. Et si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous serez en mesure de réaliser exactement la même chose. Et peut-être un peu plus, car on va aller reprendre tout ce qu'on a fait pour pouvoir réaliser cette application-ci. Donc, je vais commencer par me rendre sur la documentation. Dans le repository dont je vous mettrai le lien en description, vous aurez le fichier README qui est celui-ci et un fichier texte to do. Ici, là, je vais ajouter par exemple des choses que je devrais ou alors des tâches que je devrais réaliser dans le futur, comme par exemple le research user. Dans une prochaine version de cette application, je vais ajouter la fonctionnalité de rechercher un utilisateur en fonction de son email. Après cela, un autre fichier qui est vraiment important, c'est celui-ci, documentation.ipynb. Ou lorsque vous allez ouvrir ce fichier, et au fur et à mesure que j'avance dans le tutoriel, je vais ajouter des informations qui vous seront utiles ici. Pour commencer, vous aurez besoin d'installer soit MySQL ou PostgreSQL. Dans mon cas, j'ai utilisé Postgres, mais lors de la prochaine, vous pouvez télécharger ces deux logiciels-ci. L'un ou l'autre fera l'affaire. Dans une prochaine mise à jour, je vais faire plutôt un tutoriel en utilisant MySQL, mais dans celui-ci, j'ai utilisé principalement PostgreSQL. Ayant installé ces deux
logiciel sur votre machine locale, nous allons procéder à l'installation de virtualenv. Plus tard dans la vidéo, je vais mieux vous expliquer à quoi ça va nous servir. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va ajouter les librairies dont on aura besoin et ajouter les variables de connexion. Là, par exemple, celle de MySQL, je l'ai déjà préconfigurée de base et ça, c'est celle qu'on va utiliser, celle de PostgreSQL. Là, c'est la query pour la création de notre base de données. Donc, je vous attends dans la prochaine partie de cette vidéo pour pouvoir continuer dans la création de notre application. Dans cette nouvelle partie, on va procéder à l'installation de PostgreSQL en se rendant sur ce lien. Sur ce lien, vous allez choisir votre système. Dans mon cas, c'est Windows et vous aurez à télécharger l'installeur de PostgreSQL. Après avoir installé ce logiciel, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, vous aurez une interface similaire à celle-ci. Là, je vais la refermer pour que vous ayez les mêmes informations. C'est dans Windows, le nom c'est pgadmin et non PostgreSQL. Lors du lancement, votre mot de passe que vous aurez fourni lors de la configuration vous sera demandé. Donc là, par exemple, pas dans la documentation, mais au niveau de To-Do ici, le super admin de Postgres au début de la configuration est Postgres et votre mot de passe c'est celui que vous allez spécifier. Donc dans mon cas, le mot de passe que j'avais fourni c'est admin. Et lorsque j'ai ce mot de passe, je devrais avoir ma liste de bases de données que j'ai créée. Nous allons créer une nouvelle base de données pour notre application. Celle que j'ai utilisée précédemment, c'est FlaskDev. Je vais créer une nouvelle database. On va l'appeler First App. Dans notre base de données First App, nous avons toutes ces informations-ci. Pour l'instant, concentrez-vous juste sur le schéma parce que c'est ce qui nous sera important. Et au niveau de la table, la query pour créer la table est disponible dans la documentation. C'est celle-ci. Si vous rendez dans documentation.ipynb, vous copiez ce script et là, vous allez faire un clic droit sur table et cliquez sur Query Tool. Au niveau de Query Tool, vous allez coller cette information-ci et faire Play. Et automatiquement, cela va aller créer notre table et les colonnes ID, Username et Email. Donc, je vais faire Refresh pour mettre à jour la table. Et là, on a notre table User qui a comme colonne ID, Username et Email. Pour cette partie, nous avons créé notre base de données. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est écrire notre code ou alors écrire tous les scripts qui vont nous permettre d'insérer des informations dans cette base de données et configurer Flask qui est la prochaine partie de notre tutoriel. Dans cette nouvelle partie, nous allons entrer dans le vif du sujet et configurer notre environnement de travail, plus précisément dans Visual Studio Code. Si c'est que vous utilisez notre éditeur de texte, cela s'applique, la même configuration s'applique à votre éditeur de texte. Dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code
et je vais installer Venv qui va nous permettre de travailler avec un environnement virtuel en utilisant Flask. Donc je vais ouvrir Visual Studio Code. Là, c'est le projet terminé et je vais créer un nouveau. Je vais arrêter celui-ci, fermer. Donc je me rends dans Bureau. On va créer un nouveau dossier ici. My first app. Je vais ouvrir le dossier My first app. OK. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons écrire tout notre code, tout ce dont nous avons besoin. Si c'est que vous rendez de nouveau sur notre repository, nous avons la partie statique qui va contenir nos différents fichiers CSS. Ensuite, nous avons la partie template qui va comprendre nos fichiers HTML. Et ensuite, notre main.py. Ça, ce sont nos différents fichiers et dossiers sur lesquels on va travailler. Pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus au CSS, par le passé, j'ai réalisé quelques vidéos d'introduction au CSS. Et vu que dans ces vidéos, nous allons aussi utiliser Bootstrap, vous pouvez suivre l'une de ces vidéos pour pouvoir mieux vous retrouver dans la création de cette application. Par exemple, là, nous commençons les bases avec l'HTML et dans cette vidéo-ci, je parle plus de CSS et dans la dernière, c'est Bootstrap qui sera utilisé dans cette application. Juste pour rappel, Bootstrap, c'est une librairie CSS. Cela vous permet de créer des effets de manière vraiment plus rapide. Cela vous crée des tags que vous utilisez pour générer automatiquement du style CSS. Nous allons le voir pendant la vidéo. Donc, je vais aller recréer plus ou moins le même schéma. Donc, nous avons le dossier statique à créer. Ensuite, le dossier template. Et nous allons créer notre premier fichier, nouveau fichier main.py. C'est ce fichier-ci qui va contenir notre code Python. Là, on aura nos différents fichiers HTML et nos fichiers CSS. Commençons par le fichier main de Python. Là, je pense que ce serait mieux que je commence par les fichiers HTML tout d'abord. Donc, là, on va se rendre dans le dossier statique de template. Je vais créer tout d'abord la base de notre page. Là, si vous vous rendez compte, non, là, j'ai arrêté l'application, donc cela ne devrait plus fonctionner. Là, je mets pause. On va pas supprimer. Dans cette nouvelle partie, on va entrer dans le vif du sujet et créer notre environnement virtuel. Ayant déjà créé, là, je viens de le faire. On va suivre les instructions qui sont disponibles ici sur le lien qui se trouve dans la documentation. Donc, vous vous rendez dans la documentation, ce lien-ci. Déjà, tous ces liens, je vais vous les fournir en description, mais aussi pour celui qui plus tard voudra suivre la même procédure, c'est celle-ci. Donc, vous rendez dans le lien et vous choisissez votre environnement. Dans mon cas, c'est Windows. À l'intérieur de notre dossier, on se trouve déjà à l'intérieur de notre dossier. Vous allez exécuter cette commande dans le terminal.
Donc, je vais faire terminal, nouveau terminal et exécuter cette commande. Et ça devrait vous faire apparaître ce dossier-ci, venv. Lorsque vous avez exécuté cette commande, il vous suffit d'exécuter la seconde commande qui va activer le script. Dans la plupart des cas, le problème que vous pouvez rencontrer, non là je dois faire, oui, je crois qu'en exécutant directement comme ça, ça fonctionne. Vous devrez avoir quelque chose comme ça. Donc, venv en vert avant le parcours de votre dossier. Le problème que vous pouvez rencontrer à ce niveau, comme je l'ai spécifié ici dans la documentation, c'est l'activation du script dans votre système. Peut-être l'exécution du script peut être désactivée, donc il vous suffira juste d'activer cela. Si c'est que vous êtes sur Windows, vous pouvez à partir de ce lien avoir les informations dont vous avez besoin pour activer le script. Mais dans la plupart des cas, c'est pas très détaillé pour résoudre cela. Donc, si c'est que vous rencontrez ce problème et que vous n'arrivez pas à créer votre environnement virtuel, vous pouvez chercher par exemple script, je crois. Script, autoriser les scripts. Si vous écrivez script dans votre barre de recherche, il y aura ce paramètre-ci qui devra être activé pour PowerShell ou alors pour le terminal. Donc, si tout s'est bien passé, on va passer à l'étape suivante qui est d'alimenter notre fichier Python, car ce sera lui notre moteur que l'on veut créer. Notre moteur, par moteur j'entends notre application, car c'est celui-ci. Là, on se trouve à ce niveau-ci. On doit créer ce moteur-ci qui va nous permettre d'alimenter la base de données et aussi d'actualiser notre navigateur. Je vais tout d'abord finir l'installation de Flask. Nous, on vient de créer l'environnement virtuel. Je vais me rendre toujours sur le même tutoriel et copier cette commande qui est pip install Flask. Cela va m'installer Flask automatiquement. À la fin de cette installation, vous aurez par exemple la version et tout le nécessaire, quoi. Bon, à ce niveau, nous allons importer les différentes librairies dont on aura besoin. Si c'est que je pars dans tous les détails de chaque librairie, cette vidéo fera vraiment aura vraiment une longue durée. Donc là, je vous ai dans la documentation spécifié les librairies que nous on va utiliser, qui font partie de Flask. Là, on va importer à partir de Flask, Flask lui-même. Render template, c'est disons un module de Flask qui va nous permettre de retourner, d'actualiser notre navigateur. Voyons cela comme lui, d'actualiser notre navigateur. Les requêtes, comme cela le dit, c'est pour effectuer des requêtes. Flash, ce sont ces messages d'utilisateur que vous aurez lorsque un champ a été supprimé ou il a été mis à jour. La redirection, ce sera pour envoyer une page. URL-for, c'est pour spécifier quel fichier HTML on va utiliser dans ce cas-là. Et SQL Alchemy simplement qui va nous permettre de rendre la communication plus facile entre Flask et notre base de données. Donc dans ce cas, vous allez copier ces éléments-ci et les importer au début de notre fichier Python. Là, il me manque un F, c'est from. Oui, là, il me manque un F et je crois que c'est bon. Ayant ajouté ces éléments, je crois que j'ai bien copié. Je vais le refaire.
Vous pouvez aussi l'écrire en main et si c'est que vous avez des erreurs, vérifiez juste que ce que vous avez fait correspond au code qui se trouve exactement dans le main.py ici de notre repository. Donc je reviens dans la documentation. Et par la suite, l'une des choses qu'on aura à faire, c'est de créer notre app et ajouter les variables de connexion à la base de données. Donc là, dans ce cas, par exemple, j'ai app qui est égal à Flask. Et je vais spécifier name. Là, en ce moment, je suis en train de créer, d'initialiser notre application. Ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est la config. La config que j'ai spécifiée. Là, par exemple, on va mettre des secret keys, qui est simplement une clé secrète utilisée en local, mais dans le cas général, cela n'est pas vraiment utile. Secret key, on va mettre une valeur quelconque. Et notre configuration pour nous connecter à notre base de données, c'est celle-ci. Celle de PostgreSQL. Pour ceux qui utilisent MySQL, peuvent utiliser celle-ci. Et on va modifier des informations qui nous seront utiles. On a SQL Alchemy, Database URL. Comme cela le dit, ce sera notre nœud de connexion à la base de données. Là, c'est PostgreSQL. Postgres qui est le super administrateur, comme je vous ai dit précédemment. Et notre mot de passe est admin. Donc, juste après les deux points, c'est ici que vous devez spécifier votre mot de passe. Et localhost 5432, dans mon cas, c'est ce port et ça devrait être le même chez vous. Et la base de données, notre base de données, on l'a appelée first app, first underscore app. Donc, je vais changer ce paramètre-ci. First underscore app. Ayant créé notre URI pour la connexion à la base de données, je vais donc, grâce à SQL Alchemy, initialiser la connexion à la base de données qui va prendre comme paramètre app. Pour la configuration à la base de données, cela est fini, on peut le dire comme ça. Là, je reviens à ces petits messages que l'on a à ce niveau. Là, par exemple, on nous dit que import Flask SQL cannot be resolved. Donc, il nous manque ce module de Flask. Donc, je vais, grâce à pip, je vais installer ce module qui nous manque. Et le message devrait partir après son installation. Par la suite, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On va créer le modèle le modèle qui correspond aux informations qui se trouvent dans notre base de données. Créons une classe qui va s'appeler user. Notre classe user qui prend le tipi.modèle. Et notre modèle, dans notre modèle, on doit spécifier le nom de la table qui, dans ce cas, est table name. Nous, on l'avait appelé table name, first app, schema, users. Nous, on l'a appelé users. Donc, je vais spécifier ici la user, juste. Et par la suite, on a id est égal à db colon user primary key true, c'est-à-dire nous on a l'identifiant id qui sera notre clé primaire qui va identifier de manière unique notre utilisateur. Puis on a l'email
qui est db column db string. On va spécifier la longueur 255, pourquoi pas, et unique sera égal à true, donc il n'existera pas deux emails d'un même utilisateur. Ensuite, il nous manque l'username. On peut mettre toujours 255 qui doit être aussi unique. On peut même laisser l'username comme ça sans le mettre unique, cela n'est pas aussi important. Puis on va définir nos variables globales init. Là, il me manque un underscore init, puis init égale prend save db. Là, je dois spécifier par exemple l'email sans devoir mettre autre information. Il me manque aussi l'username. Là, je vais le récupérer à partir de la base de données. Donc, self.email sera égal à email et self.username va être égal à username. Ayant créé le modèle de la base de données et la connexion à la base de données, tout ce qui nous reste. Alors, pourquoi ça me donne import Flask will not be resolved? Bon, là, je l'ai installé. Je crois que si c'est que je réouvre le fichier, ça devrait se résoudre. From report missing module. Apparemment, il nous manque un module à l'intérieur. Mais là, je l'ai déjà installé. Qu'est-ce qui nous manque? Flask. Pip install. Render template. Ouais. Flash Alchemy. Ok, je pense que le module qui nous manque, c'est celui-ci. Pip install. Donc, on l'a déjà installé. Non, clear. Ok. Flash Alchemy. Puis, qu'est-ce qui nous manque? Bon, essayons d'abord de compléter notre fichier. Après, on verra bien comment résoudre l'importation de ces modules de Flask. Donc, en continuant, je vais créer les différentes. Nous allons nous rendre ici dans notre repository. Et dans ce main, nous avons créé le module et créé les différents liens pour notre base de données. Je vais importer ces tags de Flask et disons c'est l'API qui va nous permettre c'est une sorte d'API qui va nous permettre de communiquer avec la base de données, et cela est fait grâce à la librairie Flask RESTful. Il vous suffit juste d'installer la librairie Flask RESTful et de spécifier les différentes endpoints. Endpoint, c'est par exemple cette adresse-ci. Là, par exemple, moi, je suis à l'endpoint de
main, on peut dire cela comme ça. Ici, c'est que je change d'endpoint, je peux par exemple être à l'endpoint de create app with Flask. Là, par exemple, la racine de notre application sera faite avec un slash et le lien le endpoint d'insertion sera défini avec insert. Celui de la mise à jour, c'est update. Mais là, pour la mise à jour, on va spécifier, par exemple, l'identifiant de notre utilisateur, l'id, et les méthodes utilisées seront get et post. Pour celui qui a suivi la partie d'HTML, celui-ci, il devrait comprendre cela. Donc, et par la suite, le dernier endpoint qu'on va créer, ce sera delete, qui va nous permettre de supprimer un utilisateur grâce à son identifiant. Donc, en tout, nous avons 4 fonctions. La première qui va nous permettre de récupérer la liste d'utilisateurs. La deuxième qui va nous permettre d'insérer l'utilisateur dans la base de données. Et la troisième qui va se charger de la mise à jour d'un utilisateur. Et la quatrième de la suppression. On va commencer par la première. Je vais faire un copier-coller. Mais avant cela, je vais importer le main de Python. Oui, je pense que c'était ça qui nous donnait un peu de fil à retordre. Donc, je vais créer notre premier élément qui va nous récupérer la liste d'utilisateurs dans la base de données. Là, on va voir déjà comment se comporte notre application. Ce qui nous manque déjà, c'est cette home.html. Je vais importer nos différents éléments HTML. Là, dans template, on a besoin de nouveaux fichiers home.html. base.html. Là, l'intérieur, le contenu de notre base HTML, c'est en fait l'élément de base qui sera appelé à chaque fois qu'une de nos pages HTML sera chargée. Et lorsqu'on se retrouvera par exemple sur la home, en fonction du contenu qu'on aura fourni par URL, cela devra s'afficher dans ce bloc. Par la suite, je vais faire une vidéo à part pour mieux expliquer cette partie HTML. Donc, je vais importer notre base HTML qui est celui-ci. Tout ce que nous avons inséré, c'est des liens CSS. Et par la suite, nous avons nav qui va nous permettre de créer cette barre horizontale que nous avons dans notre application et l'insertion des différents messages. Puis, je vais inclure notre home.html. Home.html qui est chargé tout simplement d'afficher la liste des utilisateurs. Fournir une liste d'utilisateurs, par exemple, qui sera user list. Je vais aller afficher chaque utilisateur en fonction de son identifiant, son email et son username. Comme je disais, une vidéo à part sera faite pour mieux expliquer cette partie-ci. Il nous reste là juste deux templates. On a pris home, base, il nous reste insert et update. Donc je vais profiter pour créer ces deux éléments. Nouveau fichier, insert.html. Update.
L'insert qui sera chargé d'insérer un utilisateur dans la base de données et la mise à jour qui se charge de la update qui va se charger de la mise à jour d'un utilisateur dans la base de données. Je crois que j'ai fait l'inverse là. Donc là c'est update. Je vais reprendre mon insert et le mettre ici à l'intérieur. Là mes différents templates ont été insérés. Ce qui nous manque, c'est l'importation des fichiers CSS. Donc, je vais prendre le contenu et le seul fichier CSS dont je possède, c'est style.css. Donc, je vais le créer. Style dans le créer un nouveau dossier CSS. Et à l'intérieur de ce dossier CSS, je vais créer mon fichier style.css. Mes différents templates ont été créés. Tout ce qui me reste à faire, c'est de fournir mon main et tout sera joué. Dans le main, nous avons nos différentes fonctions qu'on va créer. Et tout d'abord, je vais tester si c'est que la récupération d'une liste d'utilisateurs fonctionne. Donc, le premier est le home.html. Là, l'import, je vais voir, c'est import flash, mais c'est cela, on vient déjà de le faire. Pourquoi ça affiche ce message? Pip instant, you should consider the oven. Bon, essayons de faire cette mise à jour. Bon, déjà, je ne pense pas que vous auriez le même problème, mais cela pourrait aussi survenir. Là, je suis en train de mettre à jour les modules de pip. Kuno install package. Check permission. Essayons de débugger notre application pour voir où est le problème. Python. Le module Flask n'existe pas. Donc l'installation de Flask n'a pas été faite. Donc je vais fermer ce module. Ajouter une configuration, celle de Python. Ok. Vous pouvez suivre cette même procédure. Cela devrait prendre de manière automatique. Là, on va se rendre dans la documentation. Sur l'installation de Flask, activer script pip install Flask. C'est bizarre. Bon, je vais réessayer. Ce que l'on va faire, c'est supprimer le dossier. Dans mon cas, si c'est que pour vous, tout a fonctionné, c'est une bonne chose. Mais dans mon cas, l'installation de Flask n'a pas été bien réalisée. Donc, je vais supprimer le dossier virtual env et refaire l'opération. Donc, là, je vais faire pip py virtual env. Et ensuite activer l'environnement virtuel.
puis par la suite installer Flask. Bon, là, tout est en ordre. Bon, essayons de mettre l'ajout comme recommandé. Oui, là j'ai une erreur. Pip install temp permission. Ok. Ça refuse de faire la mise à jour, mais cela ne devrait pas nous bloquer. Essayons de Flask. Est-ce que pip install Flask? Est-ce que Alchemy? Nous on le possède, mais j'ai toujours cette même erreur. Bon, l'une des solutions peut être redémarrer Visual Studio Code. C'est ce que je vais faire. Bon, voir si cela peut résoudre le problème. Et effectivement, l'unique solution était le redémarrage. Voyons voir si cela ne génère plus d'erreurs. Parce que ici, c'est que on a un nouveau terminal. En fait, pour résumer, l'installation était totalement fonctionnelle, mais il fallait juste redémarrer Visual Studio Code. Parfois, disons que Python ou alors Visual Studio Code ils ne s'entendent pas bien. Donc, faudrait, si c'est que vous avez fait tout de manière conforme et que cela ne fonctionne pas, essayer de redémarrer Visual Studio Code pour que des nouveaux paramètres s'appliquent. Donc, les différents modules qui nous manquent sont ceux-ci. Vous voyez bien, ils ne sont pas évidenciés. Donc, je vais les installer. Install Flask. Install. Non. Pip. Install. Request. No find the voucher status version. Ouais, c'est très bizarre d'avoir cette erreur. Bon, on va se rendre sur install request. Non. Bon, là, on va... non, on va retourner sur... Essayons de recommencer.
Là, tous ces modules, sinon, sont disponibles, mais ils ne sont pas encore utilisés. Donc, ils ne nécessitent pas d'être installés. Donc, je vais tester l'application. On va faire play. Et lorsqu'on lance l'application, nous avons l'adresse à laquelle on peut accéder à notre application. Oh, notre premier message d'erreur. Ok, il nous manque ce module ici, donc je vais le copier. Là, espérons que celui-ci fonctionne. Je vais arrêter le serveur et créer, installer Python. Ce module-ci nous permet tout simplement permet de créer un lien de connexion entre Python, entre Flask et notre base de données. C'est en fait le module qui permet de utiliser ce lien-ci de manière compacte, d'utiliser cette forme de configuration de manière compacte. Donc en réactualisant, je vais relancer le serveur. Et en relancer, là on a un message d'erreur, optional error, background SQL. C'est bizarre comme réponse. Qu'est-ce qui nous manque comme module? Pip install. Nous avons installé le module qu'il fallait. Là, on a ce message d'erreur SQL Alchemy. Là, on a fait une erreur quelque part. Notre fichier mène le même. Opérateur erreur. Bon, on va copier cette erreur et voir ce que Google peut nous donner comme solution. Parfois, c'est la solution la plus rapide, mais unable to open database file. Bon, je pense que il y a une erreur sur l'ERI qu'on a faite. First PostgreSQL, Postgres, tout est juste first app. Bon, nous on l'a appelé par exemple ici. Ok, first la S. Bon, il nous manquait un S. Ok. Donc je vais relancer mon programme. C'est d'où l'importance de bien vérifier la syntaxe des variables. Sinon, vous allez vous retrouver à débugger votre code. Pourtant, c'était juste un problème de S. Donc, je vais relancer le serveur.
là, je pense qu'on devrait plus avoir de problème. OK. Jinja template no found home.html. Home.html. Bon, je crois que ça devrait le retrouver sans problème. OK. Donc quand j'y pense, c'est pas ça le problème. Voyons voir si c'est dû au nom. Parce que là, il me manquait aussi un S. Je vais relancer le serveur. À cela, tout est juste ni home.html, c'est le même. Et là, home.html. Oui. OK. Disons que les deux erreurs principales étaient template doit être utilisé de cette manière sans avec S bien évidemment. Donc si c'est que vous ne spécifiez pas ici template avec S, Jinja ne pourra pas render template plus précisément ne pourra pas reconnaître vos différents fichiers HTML lorsque vous allez fournir euh, son nom et puis l'extension. Donc, notre application fonctionne déjà et nous avons une liste d'utilisateurs vide qui est normale parce que nous n'avons pas encore inséré des informations dans la base de données. Si on se rend ici sur Insert, the URL was not found the server. OK. L'URL n'est pas juste pourquoi? Parce que le endpoint précisément, parce que nous ne l'avons pas encore défini. Lorsqu'on se retourne, on retourne sur notre code. Pour l'instant, la première fonction que nous avons définie, c'est celle de générer la liste des utilisateurs dans la base de données. Cette liste d'utilisateurs est celle-ci, user list, qui, grâce à notre modèle, on va faire query.hold qui va nous récupérer toutes les entrées qui se trouvent dans la base de données. Et avec render template, je vais envoyer ma liste de données dans ma page HTML pour pouvoir la traiter. À l'intérieur de ma page HTML, j'ai défini cette variable userList. Nous avons un template de base HTML qui comporte une table avec des TH qui sont l'entête de notre tableau, puis les différents composants. Pour nous envoyons cette variable userList dans home.html et grâce à un for qui est utilisé parce que à l'intérieur de nous pouvons utiliser Python à l'intérieur de notre fichier HTML de cette façon-ci. Là, c'est par exemple la déclaration d'une boucle for à l'intérieur de notre fichier HTML. Donc, je vais faire pour chaque donnée qui se trouve à l'intérieur de notre user list, je vais afficher, donc ça c'est une boucle for composée des éléments HTML. Je vais afficher l'identifiant, l'email, l'username et puis cette dernière composante dont on va parler par la suite, qui vont nous permettre de faire la mise à jour et la suppression de l'utilisateur. Donc, tout ce que notre fonction fait, c'est de récupérer la liste des utilisateurs de la base de données et d'envoyer cette liste d'utilisateurs à notre vue. Notre vue qui est lors de la documentation, je vais revenir sur GitHub. Je vais revenir sur GitHub et ici,
lorsque notre application a traité cette information dans la base de données, donc à ce niveau, nous récupérons la liste des utilisateurs de la base de données et nous l'envoyons vers notre browser qui va afficher cette liste d'utilisateurs. Ayant récupéré cette liste d'utilisateurs, nous envoyons à la home. Là, on va passer à l'entrée des utilisateurs. Nous avons ajouté la deuxième fonction qui va nous permettre d'insérer des utilisateurs dans la base de données. Dans notre main, cette deuxième fonction, c'est celle-ci, insert. Insert à ce niveau a comme endpoint insert. Comme vous avez remarqué, tout à l'heure on a essayé de se rendre à cette adresse, mais cela ne fonctionnait pas parce que ça n'avait pas encore été défini. Ce que nous faisons, c'est si la méthode utilisée par notre formulaire est de type post, c'est-à-dire nous voulons envoyer des informations, nous allons prendre l'email qui a été envoyé par le formulaire et l'username. Par la suite, avec la variable checkUser, nous allons vérifier si c'est que cet utilisateur n'existe pas déjà dans la base de données. Et de la même façon, nous allons vérifier si c'est que cet utilisateur n'a pas déjà un email présent dans la base de données. If check user, donc si c'est que cette condition est vraie, nous allons afficher un message à l'utilisateur grâce à Flash. Flash ici là va simplement nous permettre d'afficher des messages à l'utilisateur avec des catégories qu'on va définir dans nos fichiers HTML. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo à part qui va vraiment mieux expliquer cette partie HTML, comment elle a été faite. Puis nous vérifions aussi l'email. Si c'est que l'email existe déjà dans la base de données, on envoie un message d'erreur à l'utilisateur, donc il ne peut pas créer cet utilisateur. Par la suite, ayant vérifié si c'est que nous n'avons pas d'entrée dupliquée dans la base de données, nous procédons maintenant à la vérification des différents champs. Là, je pense que ça devrait plutôt aller tout d'abord en haut parce que nous devons vérifier si c'est que l'utilisateur. Parce que si c'est que l'utilisateur, lui, a déjà raté ses entrées, nous n'allons pas aller jusqu'à la base de données pour vérifier ces informations. Donc, je vais les remettre ceux-ci en haut. Ce seront simplement des if. Donc, si la dimension de l'email est inférieure à 3, nous renvoyons ce message à l'utilisateur. Et aussi, ce sont des simples contrôles qu'on a fait juste pour aller plus rapidement dans le test des informations. Mais par la suite, la prochaine version de notre application sera plus complexe avec des contrôles plus rigoureux. Là, on a username, on vérifie juste si c'est que le nom utilisateur comporte au moins 2 caractères. Donc, après cette check, on peut maintenant procéder. Donc, si c'est que nous avons l'email inférieur à 3, on affiche cette information else if, sinon si. Ok, là je pense que c'est mieux de mettre ceci à ce niveau. Sinon si else if. Sinon, si l'utilisateur existe déjà, on affiche un message et ainsi de suite. Donc, après tous ces contrôles, si c'est que tout est juste, on procède maintenant à l'insertion de notre utilisateur dans la base de données. La création d'un utilisateur va se faire grâce au modèle qu'on a défini tout en haut.
Donc, on va prendre l'utilisateur en spécifiant son email, son username et l'ID qui est non dans ce cas parce que ce sera généré automatiquement par la base de données. Grâce à DB Session, on va ajouter cet utilisateur et faire un commit. Après l'insertion de l'utilisateur dans la base de données, nous allons envoyer un message flash à l'admin pour lui faire comprendre que l'utilisateur a été inséré avec succès. Là, par exemple, nous avons plusieurs types de catégories. Nous avons la catégorie erreur et la catégorie success. Si on se rend par exemple dans base.html, nous avons défini les différentes catégories. Là, je pense que c'est à ce niveau pour les catégories des messages. Je vous explique de manière exhaustive ici, mais dans la prochaine vidéo, elle sera plus détaillée. C'est simplement un contrôle pour dire si c'est que le message est de catégorie erreur, je vais afficher un message d'erreur, comme dans ce cas. Si c'est que le message est de catégorie warning, je vais afficher un message de cette catégorie. Sinon, si c'est un message, c'est une alerte, je fais la même chose. Revenons maintenant à notre insertion. Ayant défini la fonction qui va nous permettre d'insérer les données à l'intérieur de notre base de données, on va tester tout ceci en relançant le serveur. Donc dans main, je vais faire play. Je passe sur add. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Extend multiple time. OK. Là, on a un message d'erreur. Time runtime error. Pourquoi cette erreur? Là, vérifions si c'est que les informations fournies sont justes. C'est vrai que ce changement que j'ai fait, si la dimension de l'email, là, ça ne devrait pas fournir d'erreur. Jinja exception type error. Là, c'est un problème que je n'ai pas rencontré lors de la première exécution. Donc, je vais remettre le code tel comme il est et on va voir si c'est que c'est dû à une erreur de syntaxe. Là, je relance le programme. Là, j'ai la même extended multiple time. Serait-ce encore dû à Visual Studio Code extended multiple time? Non. Non, je ne dirais pas. Mais essayons de relancer Visual Studio Code. Nouveau terminal. Et aussi une autre information, si c'est que vous voulez lancer un nouveau terminal pour
avoir l'environnement virtuel, il faudrait au préalable avoir un fichier Python ouvert dans votre éditeur. Donc, je vais relancer. Là, le serveur s'exécute. Dans notre liste d'utilisateurs vide, je vais aller sur insertion. On a toujours la même erreur. Voyons voir. Bon, en regardant Ginger extend multiple time. Donc, je pense que j'ai commis une autre erreur de copie qui devrait être celle de insertion extend base. Ok, c'est là. Donc dans l'update il nous manque cette ligne-ci lors de la copie. Vraiment beaucoup faire attention aux erreurs. Là je dois la mettre là. Ok, là je pense que tout devrait fonctionner. Donc add. Ok, là on a notre formulaire dont on peut fournir les mails et le nom d'utilisateur. Donc je vais fournir par exemple cet email-ci au hasard avec un username submit. Et là on a un gros message d'erreur. The session is because ok, donc notre session n'est pas celle juste. Espérons que ce soit juste ce. On va relancer le serveur. Ah, notre utilisateur a été inséré. Mais pourquoi on a eu ce message d'erreur? Donc je vais ajouter de nouveau notre utilisateur test2. Non, l'email doit comporter gmail.com. Arrobas. On a ce message d'erreur. Set the secret key on the application to submit any secret key. Apparemment, la clé fournie n'est pas celle juste. Mais c'est que je retourne à mon menu Home, le deuxième utilisateur a été inséré. Dans l'application, notre secret key n'est pas. Mais quelle était l'erreur à ce niveau? Là, ok, c'est au niveau de la configuration. Je pense que là, c'est en majuscule et non en minuscule. Là, je vais recopier cette information-ci et la recoller là. Ça devrait résoudre notre problème. Je relance le serveur. Et je vais créer un nouvel utilisateur. Test2, non, test22, avec un nom, un username au hasard. Et là, on a notre application qui fonctionne déjà. Nous avons créé 3 utilisateurs avec les différents usernames, email et identifiants. Donc, la création de notre utilisateur fonctionne déjà. Et nous avons un message success de création. Donc, l'user avec son username a été créé. Ce qu'on peut faire par la suite, déjà, ce qui se passe, c'est lorsque notre utilisateur a déjà été créé avec débit session commit, nous affichons le message
de catégorie Success à l'écran sur notre browser et directement grâce à UL4, nous allons rediriger notre utilisateur sur la page Home. La page Home, elle qui contient la liste des informations la liste des utilisateurs. Les deux fonctions qui nous manquent, c'est celle de la mise à jour et la suppression d'un utilisateur. À l'intérieur de notre fichier HTML insert.html, nous avons défini ces deux champs qui nous ont permis de passer les informations de l'utilisateur, l'email et l'username avec la méthode post qui ont été insérés dans la base de données. Passons à l'étape suivante qui est la mise à jour d'un utilisateur. Nous allons utiliser cette fonction-ci qui est chargée de la mise à jour. La différence avec l'insertion est le besoin de spécifier, par exemple, l'idée d'un utilisateur qui va être supprimé. Donc, ce message d'erreur, c'est lorsque j'essaie de sauvegarder le fichier lorsque l'exécution est encore en cours. Tout ce qu'on fait tout d'abord, c'est on récupère, grâce à l'idée, lorsque cette fonction update est appelée. Donc, tout d'abord, je vais repartir dans la home ici, et on va regarder cette URL. Lorsque notre utilisateur se trouve sur cette page, ah non, on ne peut pas la voir. Lorsque cet utilisateur se trouve sur cette page, nous avons en notre possession son identifiant, son email et son username. Lorsque on va cliquer sur Edit, cela va nous renvoyer à la page Update avec son identifiant. C'est ce qu'on a fait à ce niveau-ci. Donc, lorsque je vais cliquer sur Update, je vais prendre ce d.id qui sera l'identifiant et l'envoyer à la page update.html. Et lorsque je reçois un utilisateur avec un certain identifiant, je peux afficher cet utilisateur dans ces champs-ci. Donc, de manière automatique, lorsque je relance le serveur, syntaxe error extend. Ah non, je dois lancer dans le main. Là, si c'est que je veux modifier par exemple cet utilisateur, je vais faire edit. Là, on prend automatiquement son email et son username. Avant de faire l'update, je vais mieux vous expliquer cette partie. Donc, lorsqu'on a l'update, nous nous retrouvons ici à l'intérieur de notre fonction. On vérifie tout d'abord si c'est que l'utilisateur ne possède pas le même email. Et si c'est que l'utilisateur possède le même email, on va tout simplement afficher un message d'erreur. Et ensuite, on vérifie si c'est que la longueur, les mêmes paramètres ont été respectés avant de faire la commit à la base de données, c'est-à-dire plus ou moins les mêmes opérations qui ont été effectuées pour l'insertion de l'utilisateur dans la base de données. En revenant sur notre navigateur, je vais modifier cet utilisateur. Si c'est que je modifie juste le nom d'utilisateur, cela me dit par exemple email already exist parce que je n'ai pas modifié l'email. Si je modifie juste l'email, là notre mise à jour pourra être effectuée et on nous renvoie directement à la home page avec URL4 qui va nous afficher la liste des utilisateurs. La dernière fonction est
delete qui va nous permettre de supprimer un utilisateur donné avec son identifiant. Et le endpoint qui correspond à la suppression, c'est celui-ci, delete. Lorsqu'on va cliquer sur ce lien, lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton delete, cela va prendre, notre formulaire va prendre en compte l'identifiant de l'utilisateur. Cet identifiant, on va le passer à la fonction à session.delete qui va aller supprimer. Donc, lorsque on va prendre l'identifiant de l'utilisateur, on va récupérer l'utilisateur qui correspond à cet identifiant grâce à user.queryGetURL. Ou bien alors, donne-moi un message d'erreur. On va récupérer cet utilisateur et récupérer son nom d'utilisateur. Maintenant, si l'utilisateur existe, on va le supprimer. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien du tout. Donc, ayant supprimé l'utilisateur, on revient toujours à la page de la liste des utilisateurs. Là, si c'est que je relance le serveur, notre application devrait être complète parce que nous avons implémenté et l'insertion des utilisateurs, la mise à jour et la suppression. Je peux supprimer un utilisateur en cliquant ici et cet utilisateur va être supprimé automatiquement et on renvoie un message d'erreur. La prochaine partie de notre vidéo, l'application est complète. Nous avons fait l'insertion, create, retrieve qui est avoir la liste des utilisateurs, la mise à jour qui est edit et delete qui est la suppression. Là, dans notre, si on retourne ici dans notre schéma, cette application CRUD fonctionne. On peut récupérer des données dans la base de données, mettre à jour et supprimer et les actualiser au niveau de notre navigateur. Dans la prochaine vidéo, pour mieux expliquer son fonctionnement, nous allons plus entrer en détail sur les différents templates et la structure des bases, la structure de HTML qu'on a utilisé. Donc, on va plus parler de cette partie-ci pour permettre de mieux comprendre comment les différentes pages étaient actualisées et comment on a renvoyé des différents messages d'erreur à l'utilisateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à télécharger ce code si c'est que vous avez des erreurs. Essayez de copier ce code, vous aurez et vous vérifiez si c'est que ce que vous avez réalisé correspond exactement à ce qui a été fait.